Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Gabriel Attal et un homme là très bien connu, c'est Juan Branco. Il était justement l'invité de TVL pour en parler et puis parler bien sûr des prochaines élections présidentielles. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie également tous ceux qui me soutiennent sur Patreon, sur Tipeee, vous avez tous les liens en description bien sûr sous la vidéo. Allez, on l'écoute, on en parle juste après. Et puis je me suis forgé aussi une détermination à agir. Alors il faudra du travail, il faudra faire des choix, il faudra décider, il faudra la force d'agir, mais avec la force d'agir, tout est possible. Et je crois que tout est là. Apaiser, élever, s'élever, grandir, conquérir, renouer avec un optimisme, parce que moi je n'en peux plus de cette politique française où c'est 50 nuances de gestion du déclin et on explique matin, midi et soir aux Français que tout a vocation à être pire et qu'on peut éventuellement se protéger un peu individuellement pour que ça soit moins pire pour soi. Non, au contraire, on peut avoir des vies meilleures. Alors quand vous écoutez, quand vous regardez Gabriel Attal que vous avez connu quand il était beaucoup plus jeune, qu'est-ce que ça vous évoque ? Déjà, on a l'impression quand même qu'il n'a jamais été au pouvoir. Oui, qu'il n'a pas grandi aussi. Moi, j'ai le privilège de l'avoir connu à des âges où... Visiblement, ce n'était pas un privilège. Où il y avait la même, la même voix et peut-être la même élaboration dans la pensée et dans le discours. Il n'a pas beaucoup lu ou travaillé. D'ailleurs, c'est un des grands problèmes des politiciens, c'est que des gens comme lui, et il est malheureusement loin d'être le seul, très tôt mettent leur vie au service de leur ambition et ne prennent pas du tout le temps d'élaborer... leur rapport au monde à travers la lecture, les œuvres d'art et tout simplement la vie. Et ils sont pris dans des structures de pouvoir qui les absorbent et qui les vident de leur âme et de leur capacité à être humain, tout simplement. Et donc ça, c'est ce à quoi on est confronté. Je vais vous trahir en signalant les rires que vous avez eus hors antenne, mais c'est ce que ça a généré un peu, je pense, pour ceux qui n'étaient pas consternés. Non seulement en tout cas à l'égard du personnage, mais aussi de la docilité avec laquelle cette soi-disant entrée en campagne a été répercutée, amplifiée par plus de journalistes qu'il n'y avait de militants pendant les événements, sans que l'on comprenne en réalité sur quel fondement cela pourrait intervenir, parce que Monsieur Attal, il est le fruit de parcours népotiques dans lesquels les fonctions de la République sont utilisées à des fins de claniques, c'est-à-dire de services d'ambitions individuelles ou de petits collectifs qui s'approprient nos ressources. Mais il n'y a jamais eu vraiment de légitimation par un acte au service de la nation tout au long de ces années. Il n'y a pas eu les seules réformes auxquelles il a contribué, c'est Parcoursup et le SNU. Donc le SNU est défunt et Parcoursup torture encore chaque année des centaines de milliers de lycéens qui cherchent simplement à étudier. Ce sont deux grands échecs et on est dans une société du spectacle où ça ne compte pas, en fait, parce que il n'y a pas de programme. Vous voyez, enfin, c'est-à-dire qu'on accorde un temps d'antenne hallucinant alors qu'on ne sait même pas ce qui est proposé ou pas. Et il ne faut pas s'en plaindre, mais il faut s'interroger à la fois toujours sur notre participation à ce système, c'est-à-dire est-ce que ça vaut vraiment la peine que ce soit nous comme responsables publics, que ce soit vous comme médias alternatifs, c'est-à-dire qu'on est un peu, je pense, dans une même dynamique où parfois on se dit que c'est le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire qu'on est en train de construire quelque chose face à des machines qui ne respectent aucune forme de critères d'intérêt général ou d'engagement éthique ou d'envie de contribution au bien commun, et avec des moyens complètement disproportionnés. Et je pense qu'il faut qu'on profite, il faut vraiment que les gens qui nous écoutent, qui se sont en partie exfiltrés de ces dynamiques-là, comprennent l'importance de s'engager activement, en réalité, pour essayer de renverser cette donne. Parce que de la même façon qu'ils ont des moyens disproportionnés et qu'on est dans une inégalité dans la lutte qui n'est pas résorbable, on a cette force qui fait que on croit en ce qu'on fait. On croit en ce qu'on fait et que les personnes qui nous accompagnent sont prêtes à beaucoup de sacrifices pour provoquer des basculements, là où eux, n'agissant que par intérêt, se disloqueront à la moindre menace ou au moindre vent contraire. Et donc, tout va se jouer sur notre détermination, notre capacité à nous organiser, y compris en étant très minoritaire, pour à un moment donné entamer ce rapport de force. Souvenez-vous qu'à l'acte 4, je crois, des Gilets jaunes, M. Macron avait prépositionné un hélicoptère pour être exfiltré. Vous voyez, vous pourriez vous dire
le président, le chef d'État de la 8e puissance mondiale, eh bien, il a eu peur de quelques milliers de gueux qui, à un moment donné, avaient décidé de ne même pas prendre les armes, vous voyez, de simplement enfiler quelque chose qui leur permettait de s'identifier et de le défier. Donc, ça montre qu'en réalité, ce n'est pas résorbable, c'est résorbable, mais pas par les moyens institutionnels et classiques, mais par un contre-pied. Et par exemple, sur les parrainages, ce qu'on a fait, c'est, je vous donne un tout petit exemple, on a créé une plateforme citoyenne où il y a 500 personnes qui, sans qu'on ait le moindre sou, vont essayer de toquer aux portes des maires, vont les appeler pour attirer leur attention et essayer de les solliciter. Donc on contourne par le bas. Vous voyez, on ne fait pas le pari d'une machine industrielle qui requerrait des investissements importants, qui requerrait qu'on se compromette auprès de tel ou tel homme d'affaires et qui lui-même nous imposerait des limitations à nos ambitions politiques. Nous, on cherche vraiment cette pureté de l'engagement. Et est-ce que ça fonctionnera ou pas? Ça dépendra, en fait, tout simplement de la capacité des individus à se saisir eux-mêmes de leur destin. Et comme ça fait aussi que la responsabilité est collective, mais ça fait aussi que si j'arrive au pouvoir, eh bien, je serai dépendant de cette force-là. Et je serai obligé de rendre des comptes à ceux qui m'auront porté à cette fonction-là, parce qu'ils seront suffisamment organisés et puissants pour, si jamais il y avait une remise en question de mes engagements, tout simplement tout de suite entamer la bascule. Pour reprendre l'Élysée. Voilà, c'est ça. Mais il faut être dans des dynamiques comme celle-ci, parce que sinon on s'expose à la trahison, la déception, et vous savez, la chair humaine est faible, et on a quand même des systèmes de pouvoir suffisamment bien organisés et huilés pour, à un moment donné, affecter le jugement et les perceptions de ceux qui sont appelés à occuper des responsabilités. Et on peut avoir des caractères forts et des engagements et une intégrité à toute épreuve. À un moment donné, ils ont les moyens, en tout cas, d'essayer de faire plier. Et c'est là où il faut que le peuple se réserve ses armes pour se protéger. Et ça fait partie d'ailleurs dans cette dynamique-là, nous on propose un référendum sur le rétablissement de la conscription. C'est-à-dire qu'on pense qu'il est très important qu'il n'y ait pas un citoyen français qui échappe à un minimum d'un service militaire de 6 mois, avec 12 mois de service civil. Hommes et femmes ? Hommes et femmes, ou 12 mois militaires. Et dans l'idée, en fait, quelle est l'idée derrière? C'est que le peuple garde sa souveraineté. Vous voyez, là aujourd'hui, ce serait une injure à l'égard de nos forces armées de dire que ce sont des mercenaires. Mais on a une armée de corps expéditionnaires, c'est-à-dire qui du coup est complètement soumise au pouvoir politique, qui lui-même est hors de contrôle de la population. Si au contraire, sur un modèle suisse, on rétablit un modèle de conscription avec des réserves citoyennes actives, on se retrouve à un moment donné dans une capacité aussi à établir un rapport de force par le fait que aucun politicien n'osera défier un peuple qui sait manier les armes et qui est formé à l'action militaire. Donc ça fait partie un peu des idées que l'on a pour refonder profondément notre contrat social. Et c'est des idées qu'aujourd'hui, beaucoup de politiciens n'osent pas porter dans l'espace institutionnel parce qu'ils sont les yeux rivés sur des sondages. On pourrait parler aussi de la question de la laïcité et des insuffisances du système actuel, de l'absence d'offres spirituelles qui accompagnent la nation française et qui expliquent beaucoup des déracinements et beaucoup des succès des entrepreneurs idéologiques qui cherchent à nous faire concurrence. Tout ça, c'est des questions qu'il faut mettre sur la table, qu'aujourd'hui on n'ose pas discuter et qu'on est, je pense, les seuls, en tout cas dans l'espace institutionnel, à remettre en jeu. Ces questions autour de la laïcité, elles sont quand même très liées aux questions identitaires. Vous en parlez, vous avez été longtemps, je crois, proche de Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez soutenu à certaines occasions. Récemment, sur Radio Nova, Jean-Luc Mélenchon s'est présenté quelque part comme maghrébin. Alors évidemment, ses détracteurs ont expliqué qu'il avait plutôt des ancêtres colons que maghrébins. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce besoin de donner un caractère étranger à sa personnalité pour mieux être perçu par ses futurs électeurs? Oui, moi j'y suis assez étranger pour le coup, parce que je pense que l'histoire de Jean-Luc Mélenchon, un peu comme celle d'Éric Zemmour, s'inscrit dans les névroses collectives qui sont nées de la colonisation. Vous voyez, avec ces rapports à la question de l'identité qui sont très troublés, et avec toutes ces promesses républicaines qui, rappelons-le, ont été fécondées par la gauche. Sous la Troisième République, c'est Jules Ferry qui va être le grand pape de la colonisation aux fins d'universalisation de la République et d'émancipation des peuples. Ces discours-là ont généré toute une série de promesses qui n'ont pas pu être tenues.
et avec très vite une contradiction qui Ni faisait pour les uns, ni pour les autres. Voilà, qu'on ne voulait pas octroyer des droits pleins et une citoyenneté pleine à des personnes qui étaient d'une identité géographique, culturelle complètement différente de celle de la France historique, tout en voulant les maintenir sous notre giron, avec du coup des ambivalences et des ambiguïtés qui, encore aujourd'hui, produisent des effets chez ceux qui ont pour ancêtre des populations qui avaient été colonisées. Et vous avez de l'autre côté toute la névrose qui, pour moi, est incarnée par ces deux figures politiques, qui est celle du colon. C'est-à-dire d'avoir à la fois prétendu porter un projet universaliste, à la fois avoir été relativement, sinon marginalisé, du moins, il ne faisait pas partie de la grande bourgeoisie. Vous voyez, c'était des petits entrepreneurs, des petits artisans, des petits agriculteurs, etc. Ou alors, dans le cas d'Éric Zemmour, en tant que juif, justement, encore une autre catégorie très spécifique au sein de la colonisation, ses aïeux, pas lui, et ce qui avait frappé. Bref, on se retrouve à une situation où ils ont une sorte de clivage et un paradoxe identitaire qu'ils n'arrivent pas à résoudre, et qui fait écho tout simplement aux héritiers de ces populations, que ce soit des pieds noirs, que ce soit des... Et tout ça continue d'empoisonner la population française. Pourquoi cela continue d'empoisonner la vie française, la vie politique française? Tout simplement parce que ces gens-là ne sont pas français. Le problème de la République, c'est que c'est un modèle politique bâtard, et pardonnez-moi l'expression. C'est-à-dire que c'est un modèle qui a été créé pour détruire la France, mais qui dans le même temps doit la diriger. Et quand vous dirigez un pays, mais quand dans le même temps, eh bien, vous le détruisez, tôt ou tard, cela va vous péter à la gueule. C'est exactement ce qu'on a vu après la victoire du PSG en Ligue des Champions, avec des hordes de barbares qui, au nom de l'universalisme, sont des Français comme vous et moi, eh bien, ont couru dans les rues de Paris et dans d'autres villes de France pour tout brûler, tout cramer. C'est la même chose dans le taux d'homicide, d'agression, cambriolage. 30% des personnes dans les prisons françaises sont des étrangers, sans parler des binationaux. Mais vous le savez, il est interdit d'avoir des chiffres, même si on se doute bien qu'il sera difficile de retrouver Kevin et Jean-Édouard dans les prisons françaises. Mais au final, le plus grand exploit de la République, c'est d'avoir réussi à faire oublier aux Français leur identité. Qu'est-ce que c'est que d'être Français? Les Français sont tombés amoureux, littéralement, du projet républicain, c'est-à-dire de pouvoir transformer n'importe qui en bon Français. On en voit aujourd'hui le résultat. Ce n'est pas possible. Alors bien sûr, comme catholique, on va souvent me reprocher, bien sûr, de lutter contre cet universalisme en m'expliquant que cela est une doctrine de l'Église. Eh bien, je leur répondrai que c'est totalement faux. C'est effectivement devenu, malheureusement, une doctrine moderne, surtout depuis Vatican II de l'Église. Mais si vous faites référence au patron, qui est juste derrière moi, notamment par les évangiles, eh bien, vous allez comprendre que Jésus n'a jamais voulu pousser les gens vers l'universalisme et qu'il avait compris qu'il y avait des pays, qu'il respectait les pays, leur souveraineté. Et puis, il nous avait prévenu qu'il apporterait également la guerre. Et nous sommes justement dans une guerre qui n'est pas politique, mais une guerre religieuse. Et là est toute la faiblesse de la France, car la République, elle n'a fait qu'une seule chose, détruire le christianisme. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.